faut que ça soit un moment convivial et pas prise de tête. Le vin, c'est fait pour partager, pour fêter des moments ou rien fêter en fait. Juste boire le fait d'être en vie. Voilà, exactement, c'est ça. C'est exceptionnel. Ça, c'est les grands moments. Alors on est à Lussac, au nord-est de l'appellation Lussac-Saint-Émilion. On est sur le lieu dit La Grenière, là où il y a le domaine Château de la Grenière. Puis moi je suis Audran Dubreuil, la 5e génération de vignerons au domaine. Alors moi je suis œnologue de formation. J'ai repris en 2021, j'ai parcouru pas mal de domaines avant, entre le Médoc, la Bourgogne, la Suisse. Et puis je suis revenu m'installer en 2021 sur une année plutôt chargée en expérience parce que ce millésime pas facile, mais on apprend plus dans les millésimes pas faciles que dans les très simples, quoi. T'as été formé chez qui Alors je suis dans le Médoc, j'ai été à Lilian-la-Douisse et légèrement en Pédesclos. Ensuite j'ai fait Soutard à Saint-Émilion. En Suisse j'étais à la cave de Goubin et en Bourgogne j'étais au domaine Chanson. J'ai aussi secondé le chef de culture à Smith-au-Lafitte en Pessac-Léognan pendant 4 ou 5 mois, voilà. Bien, belle expérience. Ouais. T'as fait l'éco d'Ali à côté Non, j'aurais bien aimé, tu vois. Non, j'étais dans les parcelles à côté, mais ça donnait pas mal envie hein, quand même. Moi, c'était assez évident de travailler dans le vin en tout cas. C'est-à-dire que j'ai fait mon stage de découverte des métiers dans un cabinet d'œnologie en 3e. Et dès la 3e au collège, je me suis dit je veux travailler dans le vin, je veux poursuivre des études en œnologie. Par contre, reprendre le domaine, ça c'était pas forcément sûr et c'est vraiment en 2020 quand je voyais la ténacité, la force de mon père à mener ce domaine que ça m'a donné envie vraiment de reprendre ce joyau, quoi. Ton objectif, je suppose, faire le plus grand vin non, pas forcément. Okay. C'est faire des vins qui sont agréables pour tous, que j'aime, qui reflètent leur terroir, qui soient assez identitaires, quoi. On sait qu'on ne peut pas faire les plus grands vins partout, mais du moins des vins qui sont aimés par tous, oui. Pour faire ces vins-là, d'une part, il y a un grand travail à la vigne, où il y a un respect du végétal, un travail qui est hyper minutieux. On a des employés, il n'y a que les employés de chez nous qui travaillent notre vigne. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là, ils connaissent par cœur le vignoble et comment il doit être mené. On est en viticulture raisonnée, on travaille nos sols uniquement mécaniquement, non chimiquement. On le voit par exemple sur une année comme celle-ci où on a énormément de sécheresse, on arrive à plus produire que certains. Et ça, c'est lié à un travail à toute l'année, quoi. Puis derrière, concernant tous nos parcellaires, la vinification, tout est mis en cuve séparément. On vinifie d'une manière différente des unes des autres en fonction des parcelles. Parce que sur les graves, ça n'a pas besoin d'être extrait plus intensément que sur les argiles. Et après, l'élevage aussi va jouer vraiment dans toutes ces différences. C'est vraiment dans les années 85 quand mon père a repris En fait, la première fois qu'il a vinifié ici, je disais c'est bizarre quand même, cette cuve-là elle goûte pas pareil que celle d'à côté alors que c'est parcellaire assez proche. Puis on a fait toute une étude de sol, on a eu plus de 300 scientifiques qui sont venus ici. Et en fait, on a déterminé qu'ici, il y avait plus de 6 types de sols différents des uns des autres, entre les argiles, les limons, les graves, les sables. Et on a décidé mon père a décidé à partir de là de vinifier qu'en parcellaire pour avoir vraiment une palette de goûts et de vins très différents qui puissent plaire à tout le monde et qui lui plaît aussi. Et derrière, en fait, ces vins sont vinifiés différemment dans différents contenants. On va de la cuve béton brute pour vraiment conserver cet aspect hyper fruité, délicat, facile à déguster, et aller sur de la barrique pour avoir un peu plus de complexité et de longévité dans le temps, quoi. Ta plus grosse cuvée, celle qui couche tout le monde. Ah, tu me l'as dit, c'est quel élevage, c'est quel sol, c'est... Déjà, il y a une sélection qui est hyper minutieuse à la vigne, c'est l'esthète.
En gros, c'est la sélection des meilleurs cèpes de vigne d'une parcelle qui est plantée sur des graves, donc des sols très caillouteux. Et en dessous, on a de l'argile bleue qui permet de fournir de l'eau régulièrement, même en période de grande sécheresse. Et en fait, on retrouve les 3 cépages, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Et on sélectionne les meilleures zones de ces parcelles. Ensuite, ce raisin, il est amené en cuverie où il est vinifié en barrique. Donc toutes les fermentations sont faites en barrique et élevées en barrique. Il n'y a pas d'autre contenant. Voilà. Okay. Mais toujours, en fait, ce vin-là, il a une telle concentration que l'aromatique de la barrique, elle est mangée, quoi. Tu le ressens peu, c'est extraordinaire. Et que le fameux travail qui commence à la vigne. Voilà, c'est ça, exactement. Qui est un fil rouge des gens qu'on rencontre quand même. De toute région, tous les gens, hommes et femmes qui font des grands vins, tous les grands vignerons et vigneronnes, nous disent que ça commence là, quoi. Bien ta sûr. Sélection massale et cette maîtrise de chaîne de valeur de A à Z qu'a le vigneron. Exactement. C'est peut-être le seul paysan qui maîtrise de sa sélection de sol jusqu'à sa sélection de plantes, jusqu'à la vente au client final, où tu as toute cette maîtrise-là. Donc tu es responsable si tu fais une erreur, mais tu es aussi le seul qui peut prendre le crédit, enfin le seul, ou le domaine en tout cas. Exactement, et puis il y a cette notion terroir. Terroir, c'est 4 éléments. Tu as le végétal, tu as le sol, tu as le climat, mais tu as aussi le vigneron. Et en fait, on n'est pas là juste pour tout laisser pousser comme il faut, enfin rien faire entre guillemets. On doit intervenir, que ce soit dans la vigne ou dans la vinification. En fait, là cette année, tu le vois, la sécheresse a fait que c'est des toutes petites baies, quoi. Ouais, carrément. Mais par contre, ça va être d'une concentration folle. Ce qui est drôle d'ailleurs dans ce millésime, c'est que tu as des toutes petites baies, donc tu pourrais te dire il va y avoir du sucre, donc beaucoup d'alcool, et au final pas du tout. Tu vois, on retrouve des degrés qu'on avait avant qui sont hyper intéressants, entre, pour le coup je fais pas 12,5 mais entre 13 et 13,5. Donc ça fait des équilibres de fou avec des belles acidités. Ça sera des vins qui pourront se boire facilement très vite, mais par contre avec une acidité comme ça pourront se garder des dizaines d'années, quoi. En gros, le domaine, il date du XVIIe siècle. Le château de la Grenière, en fait, c'est l'un des premiers dans le secteur à but vinicole. Donc bien sûr, il n'y avait pas que de la vigne, il y avait de nombreuses cultures. Aujourd'hui, sur ces 15 hectares, il n'y a plus que de la vigne et puis j'aimerais bien diversifier, mais bon, ça sera dans des projets à venir. Et en fait, ma famille a repris au XVIIe siècle, au XXe siècle, en 1914. Au début de la Première Guerre mondiale, en fait, au premier coup de canon, les anciens propriétaires se sont en allés et ont mis la propriété aux enchères. Et en fait, mes arrière-grands-parents étaient déjà métayers. Donc la famille Dubreuil a toujours été sur le domaine. Ça, c'est ce qui est incroyable, qui est passé de métayer à propriétaire. Donc aujourd'hui, ça fait 5 générations. Je travaille en association avec mon père. T'es un paysan qui a réussi. Voilà, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut le souligner. Donc voilà, c'est une belle histoire de famille. Quoi dire de plus? À l'époque, il n'y avait que les moines de l'abbaye de Fès qui est juste à côté qui venaient s'approvisionner chez nous. Donc je te dis pas, quoi, tout le stock qui partait là-bas pour toute l'année. Et puis au fur et à mesure, on a créé une clientèle particulière, c'est-à-dire qu'on s'est déplacé dans toutes les régions de la France. Mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mon père, moi. Et on couvre de la France à la Belgique un rayon de particulier exceptionnel, quoi. C'est génial d'aller moi, c'est ce qui m'apporte le plus en termes de satisfaction, c'est de cravacher toute l'année à la vigne, faire des horaires de dingue en vinification. Et puis 3 semaines après la vinification, tu te déplaces en salon et tu vois ton client. La boucle, elle est bouclée. C'est une sensation de dingue.
producteur, on te retrouve où si on a envie de boire du vin de chez toi? Exactement. Alors déjà, il faut venir soit au domaine, soit dans tous les salons qu'on peut faire, sur Rennes, Paris, tout ce qui est vigneron indépendant, tout ça. Et puis après, on est vachement distribué dans de nombreux cavistes, restaurateurs, mais pour le coup, mais dans toute la France, quoi. Aujourd'hui, on produit à peu près 90 000 bouteilles. Et je pense que 80 000 sont vendus en France chaque année, quoi. Okay. Donc tu as vraiment une distribution qui est hyper large, quoi. Okay. Et sur toutes nos cuvées. Tu as des envies, il y a des choses où tu considères que la transmission avec ton papa, c'est de continuer à faire pareil, mais tu réussis à le bousculer sur comment il a déjà fait? Ce qui est bien avec mon père, c'est qu'il a toujours été avant-gardiste dans ce qu'il faisait. Dans ce qu'il a fait toujours. Et il est toujours à l'écoute en fait des nouvelles techniques, nouvelles technologies, des nouvelles envies en fait. Quand il est arrivé, il n'existait qu'une cuvée, il en a créé quand même 6. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 depuis que je suis là. Ce qui est cool, c'est qu'il soit toujours à l'écoute, à donner un conseil. Il faut les suivre parce que moi, au début, j'étais un peu téméraire et je dis non, on fait comme je veux. Mais à un moment donné, la nature, elle te reprend, le raisin aussi, il te reprend. Il dit non, si ça se fait depuis comme ça, enfin ça se fait comme ça depuis très longtemps. En fait, il faut suivre une certaine logique, quoi. Et ça, c'est cool. Mais autrement, ouais, j'aimerais bien essayer de diversifier d'autres productions, toujours au niveau de l'alcool. J'aimerais bien faire mes eaux de vie et faire mon verger propre pour produire des eaux de vie. J'en fais d'ailleurs une déjà, mais bon, elle est plus à réserve familiale. Une petite verveine. Ça ressemble à la chartreuse, mais un peu plus, ça tabasse un peu plus en alcool. Il faut faire attention. Dans cette appellation, on est vraiment des parcelles où autour tu retrouves pas mal de forêts, ce qui ramène beaucoup de fraîcheur. Et puis en plus à Lussac, en fait, tu es au nord-est de Saint-Émilion. Il faut savoir qu'ici, tu as 2 degrés à l'année en moins qu'à Saint-Émilion. Donc l'impact climatique, enfin sur le réchauffement, il est entre guillemets plus faible, quoi. Et puis en plus au château de la Grenière, si tu veux, on a 3 sources avec des nappes phréatiques situées un peu partout sur 15 hectares. Donc le manque d'eau, il est rare. Il y a un stress hydrique qui est important pour la vigne et pour la qualité du raisin, mais on n'est jamais en train de ramasser des raisins de Corinthe, quoi. Sur ta relation avec ton papa, ouais. Est-ce qu'un jour vous vous êtes déjà dit, il t'a déjà dit c'est bien mon fils ou c'est les taiseux de la terre? Pour le coup, c'est comme ça chez nous. On se dit les choses vraiment avec il y a une relation entre père et fils, et même dans toute ma famille, qui est très forte. On se dit les choses. On se dit je t'aime. C'est important pour nous parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer chaque jour. Et il me le dit régulièrement quand il est fier Donc il t'a dit qu'il était fier. Mais pour le coup, je pense qu'on réussit pas mal de belles choses ensemble depuis ces dernières années. Et c'est encore mieux à 2 en fait, que tout seul. Qu'est-ce qui t'émeut aujourd'hui quand on parle de ton travail ou de ton vin? C'est un peu large, mais comme peut dire Hugues, hein, c'est justement la reconnaissance de nos confrères. C'est hyper... moi, ça me touche énormément. L'autre jour, on était en dégustation, notamment chez Hugues, et puis j'ai ouvert mes 2023, et puis il est venu me voir, il me dit « mais c'est énorme ce canon ». Et là, tu te dis « ouais, t'as bien travaillé, en même temps, tu donnes tout chaque année ». Et puis en fait, c'est un mot de tes confrères qui change la donne, quoi. Il dit en fait, c'est le petit moment de bonheur que tu recherches toute l'année. C'est très dur toute l'année, mais il suffit d'une parole, d'un repas, de bon vin et puis du partage. Et voilà. C'est ça qui m'émeut beaucoup, ouais, exactement. Est-ce que tu as un vigneron ou un domaine que tu apprécies particulièrement, pas forcément à Bordeaux, mais quelqu'un où tu te dis celui-là, j'aime en boire, j'ai envie de le conseiller? Il y a un mec qui m'impressionne, ouais, vraiment. Par sa détermination, sa philosophie dans le vin, dans la vigne, et puis toutes les cuvées qu'il peut faire, qui sont remarquables en fait.
c'est Romain Père au domaine des Potiers. C'est un monstre. C'est un des mecs qui fait partie enfin, de la création, du développement de l'appellation côte rouennaise. Je trouve ça fabuleux, quoi. Donc faut boire son vin. Ouais, faut goûter, mais après, bon, aujourd'hui, on en retrouve d'ailleurs pas mal, cave, resto, c'est super bon, faut y aller. Mon plus beau souvenir autour du vin, ça va faire cliché, mais quand j'ai su que j'allais être en diplôme national d'œnologue, c'est pas si simple d'y rentrer, hein. Faut quand même cravacher un peu à l'école et j'ai jamais été surdoué, mais dès que j'intégrais un milieu qui me plaisait, ça se faisait facilement. Et ma belle-mère m'a mis à l'aveugle un Pétrus 2000. Et j'ai pris une énorme claque. Clairement, c'était dingue. Enfin voilà, c'est des grandes étiquettes, je sais, mais bon, parfois c'est bien d'en parler, quoi. Ouais, Dire que c'est aussi des grands vins. C'est des très très grands vins, ouais, en effet. Vraiment. On a des yeux mouillés. Ah ouais, c'était fou. Enfin, directement, parce que je suis pas trop mauvais en dégustation à l'aveugle, tu vois, mais j'ai directement dit pomme roll. Après, je me suis dit, bon, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et j'ai à peu près dit le millésime, mais quand on m'a montré l'étiquette, j'ai fait, waouh, ok, ouais. Je comprends, tu vois. Ouais. Je comprends la spéculation qu'il y a autour. Bon, après, peut-être qu'il y a des années moins bonnes que d'autres et que ce prix-là en vaut pas la chandelle, tu vois. Mais là, tu dis, wow, c'est hors norme. Tant que tu l'as pas payé, c'est hors norme. This magic moment, so different and so new, was like any other. Et puis après, on a des œufs où on affine encore plus le parcellaire. Okay. Et ça permet de faire des micro-cuvées, quoi. Okay. Donc ici, tu as les grandes vignes, qui est le parcellaire qui est tout en haut du plateau. C'est des vignes qui ont plus de 100 ans d'âge. Okay. Ici, tu as les merlots qui sont sur grave, donc la cuvée de la Chartreuse. Donc c'est fou, en fait, on va vinifier dans des tout petits contenants. Plus tu vas dans des petits contenants, mieux tu vas concentrer. Évidemment. Et ça, c'est fou. On me disait en cours, voilà, c'est un mouvement infini et tout ça. Et puis, j'ai commencé à vinifier des blancs à la base là-dedans. Et en fait, c'était jamais clair. C'était tout le temps trouble, alors que quand je le mettais en cuve, le vin était clair. Et en fait, ça vient vraiment faire un mouvement, apporter du gras, de l'onctuosité au vin. Et ça, c'est dingue, ça. Franchement... Enfin, moi aujourd'hui, j'aimerais en avoir partout. Tu vois, la cuve béton, je sais pas, il y a un truc, il y a une texture en bouche. Ouais, puis tu vois, c'est un peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Moi, au début, quand je suis venu ici, je voulais tout changer et puis je me suis dit, ouais, calme. Quand même, c'est bien meilleur dans ces cuves-là, tu vois. Donc si tu veux faire ressortir ton terroir, t'es obligé d'adapter tes contenants. Exactement. Bah, c'est ce qu'on fait du coup sur chacune de nos cuvées. T'as vraiment un contenant qui va aider à l'expression pure du terroir, quoi, tu vois. Travailler comme on le fait nous en parcellaire, non, c'est unique. On va dire que c'est unique dans toutes les appellations autour, quoi. Vraiment. Est-ce que tu peux les citer comme ça? Est-ce que... Ouais, bien sûr. Quelques-unes et... Alors, on va commencer par les vins blancs et rosés. Donc, vin blanc et rosé, c'est parenthèse. Parce que pour moi, justement, c'est un moment inopiné, comme ça, dans la journée. Un petit blanc, un petit rosé, tu vois. Et enfin, ça peut être un grand blanc et un grand rosé. Il faut arrêter de dire petit, tu vois. Mais, alors, c'est un blanc assez spécifique parce que c'est un blanc de noir. C'est issu uniquement de Cabernet Sauvignon. Ces Cabernet Sauvignon, ils ont plus de 80 ans d'âge. En fait, j'ai récolté un peu moins mûr que s'il fallait pour du rouge. Et je trouvais que ça a donné des profils typés justement un peu Loire. Tu vois. Et on allait un peu loin, on a fait des vinifications un peu style bourguignonne. Et aujourd'hui, j'ai commencé à en faire en 2022, je faisais 300 bouteilles. Maintenant, j'en fais un peu plus de 6000, tu vois. Ouais,
ça commence à faire. Donc en fait ça plaît énormément. Donc c'est vraiment intéressant et ça trompe les gens, ça aime bien tromper les gens. Enfin, c'est justement pas dénigrer le profil de Bordeaux, mais justement dire ah ben voilà, on peut faire ça à Bordeaux en fait. Juste montrer que t'es pas, parce que le terroir, parce que l'encépagement, t'es pas obligé de faire ça. Exactement. Donc on a ces 2 cuvées, ensuite on a l'Oublié. L'Oublié, c'est une parcelle au milieu des forêts qui est un peu plus loin qu'ici, qui appartenait à l'époque à une ancienne société. Et aujourd'hui qu'on a racheté, cette parcelle, elle fait 1,82 hectare, 100% merlot. Et en fait, c'était dans un lieu qui était hyper frais. On ne pouvait pas vraiment espérer une vigne bien mûre, tu vois. Mais en fait, mes parents, au début des années 2000, ils se sont dit quand on commence à parler de réchauffement climatique, allez, on teste, on fait le pari que ça marche. Et puis en 2022, on a créé notre première cuvée. Voilà. Donc d'où la parcelle oubliée au milieu des forêts et tout. 100% merlot, t'as l'impression d'avoir des merlots d'antan, c'est magnifique quoi. Ok. J'adore. Avec une petite... Il y a pas mal de fraîcheur. Peu d'alcool du coup 2022. Oui, 22. Enfin, on a rentré quand même des sucres, hein, mais non, c'est joli, c'est équilibré, c'est à 13,5. Enfin, c'est bon. Pour moi, c'est un peu mon vin de copain, tu vois. On se retrouve au milieu autour d'un Brasero, c'est incroyable, tu vois. Puis la quille, elle est canon. J'aime bien. Ensuite, tu as le Haut-Lagrenière qui est fait uniquement sur les sables et les limons, où tu as les 3 cépages, pareil, élevage uniquement en cuve béton. Le Lagrenière, là où on était à la parcelle juste avant, qui est un peu notre classique, c'est le parcellaire le plus grand, c'est 6 hectares. Et ensuite, cuvée de la Chartreuse, qui sont les parcelles sur les graves. L'Esthète, qui est la sélection des meilleurs cèpes. Franc pour cent, 100% Cabernet Franc. Attends, j'en ai bien oublié, tu vois. C'est sûr. Non, mais voilà, il y en a quelques-unes, quoi. Il y en a plein. T'as compris. On s'amuse, quoi. Alors c'est sympa, en plus on parlait un peu des t-shirts que tu sors, ouais. Peut-être plus pour les copains voilà, autour de tes cuvées, mais ça permet d'aller un peu jusqu'au bout de cette thématique, de te dire bah tiens, t'enfiles ton t-shirt de la cuvée, tu bois ta cuvée. C'est drôle, tu vois, tu croises des gens, ils ont le t-shirt dans Bordeaux, ou j'ai des copains qui me disent putain, à Paris j'ai vu un mec qui avait ce t-shirt, c'est fou quoi. C'est incroyable. Ça. Et non, on a vendu quand même pas mal de t-shirts pour une première, on était super contents. Puis en même temps, ça sort du milieu du vin, je trouvais que créer d'autres choses, en fait ça ne peut que t'apporter ou t'ouvrir l'esprit. Et ça, j'adore quoi. Mes vins, en fait, tu les bois comme tu le souhaites. Je pense que y a pas de mode d'emploi, tu vois. Genre tu vois la bouteille, t'en as envie, ou voilà, c'est le moment ou non. Mais autrement, je pense que chacun des vins que je fais sont faits pour des moments assez spécifiques, tu vois. Quand on parlait de l'oublié, moment apéritif entre copains, la grenière sur de belles viandes en repas, la chartreuse, cuvée de la chartreuse, c'est au coin d'une cheminée l'hiver, tu vois, avec ta copine, ton copain, enfin voilà, c'est incroyable. Enfin, j'ai pas vraiment pas de moment, mais pas de vin à un moment. Ce qui est sûr, c'est que tous nos vins ciblent au moins un goût, une personne. Une personne qui vient ici, il ressort forcément à une caisse de 6. Elle est formidable, ça va. Elle est formidable. On va commencer par la parenthèse de la grenière. Blanc de noir, 100% Cabernet Sauvignon, donc cépage rouge d'origine. Et en fait, pour la petite histoire, moi quand je suis allé vinifier en Bourgogne là, pour mes études, je me suis dit c'était dans l'objectif de ramener du blanc au domaine. Et quand j'ai commencé, il n'y en avait pas, du coup je me suis dit mais comment on fait? Et moi j'ai toujours vu mon père faire le rosé. Les premiers jus de presse, en fait, ils étaient incolores. Donc on s'est dit bon on va séparer les jus incolores des jus colorés. Donc les jus colorés pour faire le rosé et les jus incolores pour le blanc. Et donc on arrive, c'est un travail hyper minutieux, c'est un peu travail d'orfèvre quoi. Mais aujourd'hui on a des super résultats quoi. Et c'est drôle parce que j'ai envie de planter du blanc aujourd'hui
Mais un peu à contre-cœur parce que je me dis, ça se trouve, on va oublier cette cuvée. Alors que non, c'est très bon, quoi. Enfin, c'est 2 produits différents. Tu piques ma curiosité. En fait, tu as des arômes dedans assez intéressants parce que tu as le côté hyper pâtissier, lacté. Tu as le côté très iodé, un peu minéral. Véno, toi, Comment? T'es Véno, toi, non? Ouais, je suis Eno. Mais vraiment. Et enfin, pour moi, ça me donne envie d'être sur le bassin avec ça, tu vois. Vraiment. Avec des huîtres et quelques crevettes, quoi. Et donc là, pour le coup, je te disais, ici, on n'a pas de calcaire, enfin, on n'a pas de roche calcaire, mais on a des alluvions. Et en fait, ces petits agrégats qui vont amener ce côté très tendu, cette belle acidité, ce côté justement iodé que je te disais. Et ouais, je trouve ce vin, il a une petite inspiration marine, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça marche. Je vais couper les micros, mais ça marche mieux que l'entre-deux-mer. On dira rien eu, quoi. Non, Non. mais c'est le premier à le dire aussi, qui s'inspire du travail de la Loire et notamment du coin de Tourangeau pour essayer d'apporter cette acidité tout en gardant une trame sapide quand même, avec l'entre-deux-mer. Hein, t'es obligé de faire aussi avec le terroir que t'as. Exactement. Après, tu vois, moi j'ai des gros coups de cœur sur la Loire, énormément. Mais mon dernier gros coup de cœur, il se situe plus à Jurançon. Et ce domaine Bellegarde, c'est Maxime Labasse qui est aux manettes là-bas. La claque. Pour moi, ça fait partie des plus grands vins blancs secs. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'est une bombe. Et en fait, je lui pique un peu l'idée parce que je vais planter des cépages de chez lui, chez moi. Non, mais parce que je suis fan en fait. Je suis vraiment fan de ce qu'il fait et du petit et du gros Mansin. Qu'est-ce qu'on boit? Alors là, on va boire l'oublié. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est sur un hectare 82, 100% merlot, sur des argiles et sur ces argiles, tu as aussi des alluvions de calcaire. Merci. Et c'est à parcelle au milieu des forêts. Et là, on a un élevage brut en cuve béton. C'est rond. Ouais. T'as une petite prise, tu vois, d'acidité de tanin au début, hop, qui se patine tout de suite. Exactement. Ah ouais, c'est un glou, quoi. Ouais, moi j'appelle ça un bonbon. En fait, c'est assez drôle parce que cette cuvée, je l'ai lancée, mais grâce à un mec que tu as rencontré avant, Anthony Olivier. Ah oui. Et en fait, il est venu au Chez et on avait déjà parlé de sortir un vin de France, parce que ça, c'est un vin de France, parce qu'on a cassé les codes, on voulait casser les codes jusqu'au bout. En fait, c'est drôle parce que cette parcelle, elle se situe sur 3 aires d'appellation. Donc, c'est vraiment l'épicentre de 3 aires d'appellation. Donc, tu as Puisseguin, Lussac et Franc. Ok. Et on s'est dit, bon, en fait, c'est une appellation elle-même, donc on le sort de toute appellation. Et il a dégusté avec qui, il lui a dit, wow, c'est pas mal ça, pourquoi tu le sors pas cette année? Il a dit, allez, c'est parti. 9000 bouteilles, 400 Magnum, puis voilà. Tu fais des grands formats aussi. Oui, on fait des très grands formats. Un petit point technique, fermentation malolactique. C'est la transformation de l'acide malique en acide lactique. L'acide malique, il a un peu une acidité qu'on dit végétale, un peu dure. Et là, l'acide lactique, lui, va fournir du gras, de la rondeur au vin. Voilà. Et ça se passe quand, comment? Ça se passe après la fermentation alcoolique, la plupart du temps. Parfois, ça peut se passer en même temps, mais bon, ça peut être embêtant pour celui qui vinifie dans le chai, parce que ça peut être une source de plein de... Je trouve pas mes mots. Plein de défauts dans le vin, tu vois. Ok. Et en fait, cette fermentation, tu la retrouves dans tous les rouges. Pratiquement tous les rouges aujourd'hui font la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique. Dans les blancs, c'est pas toujours le cas. Et donc, si je suis un moldu, Ouais. tu viens de mettre tes raisins dans ta cuve. Ouais. Là, les levures naturellement présentes sur les raisins sont
peau des raisins. Exactement. Fermente. Ouais. Ça crée donc ce qu'on peut voir, ces petites bulles. C'est ça. Cette réaction chimique naturelle, en tout cas naturelle dans certains domaines. Oui. La plupart des bons d'ailleurs. Oui, non, bien sûr. Ça part tout seul en fermentation. Là, c'est différentes étapes de fermentation. Donc, tu as la fermentation alcoolique qui est la première, puis la malolactique. Ouais. Et enfin, à la fin, normalement plus rien, tu as l'ensemble de tes levures qui ont mangé les sucres. Oui. Et donc là, tu te retrouves avec un vin... En vrai, tu pourrais commercialiser ce qu'on fait dans le Beaujolais nouveau, mais nous, on a besoin de vins qui doivent, s'élever. Ils vont prendre une autre dimension. C'est impressionnant. Ouais. Quand tu mets... déjà, ils n'ont plus du tout les mêmes couleurs, plus la même définition des tanins. Les tanins, ils sont moins séchants, ils sont... tout fondu, enfin, c'est hyper agréable, quoi. Il y a deux styles de tanin. Il y a le tanin pelliculaire, qui est le tanin le plus fondu, le plus soyeux, qui vient pas t'agresser, et puis le tanin du pépin. C'est pour ça que nous, quand on fait nos dégustations de maturité, on va déguster les baies, on regarde la couleur des pépins pour avoir des couleurs de plus en plus marron, pas vertes, ce qui en fait permet de définir que le tanin du pépin, il n'est pas peu asséchant, tu vois. Donc il y a différentes maturités dans le raisin, tu vois. Il y a la peau, la pulpe, le pépin. Et l'idée en vinification, c'est de travailler sur la pellicule, peu sur le pépin, quoi, tu vois. Okay. Non, mais ça me dérange pas de donner 2-3 petits cours comme ça. Je suis quand même pas mal bûché pendant mes études, faut me ressortir 2-3 trucs, quoi. Je suis tellement à l'ouest aujourd'hui, tu me ressors mes corps. Hein. Il y a l'œnologie qu'on nous apprend en cours et l'œnologie qu'on voit sur le terrain. J'ai pas retenu grand-chose des cours. Non, mais c'est vrai parce que quand on nous forme plus en tant que chercheur, scientifique, dans cette dynamique-là. Alors ça peut t'aider, toi, dans tes recherches personnelles sur ton vignoble, mais en fait, c'est l'expérience qui te fait devenir vigneron et vinificateur. Et je pense que, d'ailleurs, c'est Hugues Laborde qui le dit, il disait à 30 ans, je me sens pas vigneron accompli et peut-être que je le serai jamais. En fait, on est tellement mis face à des enjeux climatiques et t'es obligé de te renouveler, de remettre en question. Et ça, je trouve ça très fort. C'est vraiment une quête infinie. Mais ouais, t'es sur un fruit avec une longueur, quoi. C'est ça. Et c'est rare. L'idée, c'était de montrer que, en fait, on est capable de faire ça. Et ça marche terrible parce que ça se boit facilement, c'est hyper abordable en prix. Enfin, c'est génial et tu sens, tout le monde fait une blague autour de ce nom, l'oublier. Ouais, bon, on va complètement s'oublier ce soir. Tu vois. Moi, ça me fait rire, tu vois. Et... Le vin, c'est vraiment là où tu fais tes belles rencontres. Moi, j'ai rencontré ma copine, ma tendre et bien aimée autour du vin, tu vois. Ok. Voilà, en faisant déguster. Voilà. Comme ça, là, elle vient chez toi. Exactement. Magnifique, non? Ah. C'est beau. C'est beau. Alors, passons là. Donc là, c'est le château de la Grenière. Ça, c'est la cuvée qui est réalisée sur le parcellaire qu'on allait voir au début, qui est juste devant le domaine, sur millésime 2023. C'est drôle, j'aime bien déguster des vins très jeunes parce que ça montre leur facilité à être dégustés maintenant et leur potentiel de vieillissement. Okay. Donc on a là pour les 3 cépages, Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Et on a un élevage en cuve béton brut pour la moitié du volume et l'autre moitié en barrique, mais des vieilles barriques, barriques de 3-4 vins. Voilà. Le fruit il est éclatant au possible, j'adore ce millésime. Tu vois, il y a les années en 5, mais les années en 3 aussi, c'est pas déconnant. À part 2013 où c'était un peu plus compliqué. Et 2023, quel millésime. Pour moi, honnêtement. Enfin, c'est pour l'instant. Pour l'instant, parce que je pense que j'en ferai peut-être des meilleurs. Mais c'est le plus grand millésime qu'on a fait au domaine. Ok. C'est dingue. Faut noter, hein. Ouais. Tu peux regarder à la caméra et dire « Achetez du 2023 ». Tu touches, t'achètes. La Grenière qui est...
Tu vois, 2023, ça a été mis en bouteille il y a 3 mois. C'est digeste. Hein. Ah bah c'est pire que digeste, ouais. Un Bordeaux, tu me dis tu vas à Bordeaux, tu bois ça en 3 mois, normalement, Oui, c'est hyper astringent. exactement. Ça vient de bouffer la bouche. Mais là, Personne n'aurait un tourne d'eau pour manger avec ça. et là, tu vois, moi j'ai été impressionné parce que en vinification, je goûte les vins là pendant toute la période où on transforme le raisin en vin et je me dis, il y a pas de tanin. Je dis mais c'est fou. Enfin, on a récolté des raisins qui étaient très très mûrs. Je regarde mon père, mais faut qu'on fasse une analyse. Là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est pas tous les millésimes pareils, mais là pour le coup, c'est très 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 fondu, quoi. T'as l'impression de pas du tout en avoir. On a fait les analyses, on n'en a jamais eu autant. Et en fait, c'est là où on parlait justement de maturité des tanins. C'est que sur des millésimes solaires caniculaires comme ça, le tanin il est plus astringent, il devient sucrant. Et tu vois, cette rondeur et tout ce gras que tu as, notamment dans le château de la Granière, c'est ça. C'est le tanin. Et donc c'est ton fameux tanin de peau pelliculaire ouais, c'est ça, exactement. Okay. Et puis des tanins du pépin, mais là pour le coup, extrêmement mûrs. Mûrs, ouais, parce que ça vient jamais assécher. Donc alors, la cuvée de la Chartreuse. Cuvée de la Chartreuse, essentiellement des vieilles vignes du domaine qui ont entre 80 ans et 100 ans d'âge. C'est sur les graves. Ça, c'est incroyable. C'est un nez incroyable. Ouais, c'est beau ça. Et tu vois, là, par exemple, t'as un élevage uniquement en barrique. Quand le vin peut, il l'absorbe. C'est fou. Waouh. Ok. Et là, t'as une dimension de fruits mûrs, de... Incroyable. Voilà. Tu vois, cette longueur, waouh. Incroyable. Cette recherche de vin prêt à boire, à déguster maintenant, mais aussi à laisser un long moment en cave, tu vois, là-dessus. Ça, c'est incroyable. Franchement, je donnerais pas au petit chien, mais... Viens guetter. Ah, t'as un fruit, tu vois, avec un alcool que tu sens, mais hyper bien intégré au fruit. Vraiment, juste, tu le sens comme une colonne vertébrale du fruit, tu vois. C'est... Wow. Bon, on va pas commencer à regarder... C'est là où... souvent, les personnes elles regardent les degrés en pensant que ça peut changer ou non un vin. Si on a la concentration nécessaire dans le vin pour... comme pour le bois en fait, pour absorber le niveau d'alcool, parce que l'alcool on le gère pas. On peut pas se dire, en fait si on fait 14,5, hop, on baisse. On baisse, non, c'est pas naturel. En fait il faut respecter le produit de base et l'amener jusqu'à sa fin, quoi. Mais tu vois, c'est à 14,5, mais c'est intégré. L'idée c'est de faire derrière de la concentration. Ça c'est grand. Je te remercie. Bravo, parce que ça, c'est pas que les autres le soient pas. Mais bon, t'as des typicités, tu retrouves des... Mais vraiment, sur ton blanc et celle-ci, j'ai... Ouais, un coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Ouais. Franchement, c'est... Et l'oublier pour autre chose. Ouais. C'est pour oublier. Ouais, non, c'est ça. Tu vois, c'est un truc de... C'est en effet plus gourmand, plus glouglou. Là, putain, là... Et ça mérite presque pas de manger avec, tu vois. C'est-à-dire que le vin... C'est ce que je te disais, quand cheminée, feu, octobre, novembre, décembre, pouf. Tellement. Voilà, tiens. Tellement. C'est royal. Je fais ma baraque exprès juste pour boire une petite. Allez, on construit une cheminée, là. Non, mais c'est formidable. C'est très, très, très grand vin. Merci, ça me touche énormément. Tiens. Ah non, franchement, pas que je sois... Je suis pas mec de guide ou je suis pas... Tu vois, mais très grand vin. Tu veux mettre le nez dedans, Jérémy? De son tien, ouais. J'ai une tendance, moi, à quand même contrôler, tu vois, de A à Z et faire des vins nets. Hein. Faire un vin avec un défaut, moi, ça me réveille le soir, ça me tue pendant des mois. Mais vraiment, je fais des insomnies. Je me dis, putain, mais comment on peut faire ça, tu vois? Aujourd'hui, ça m'est pas arrivé. Mais le jour où ça m'arrive, même quand j'ai des doutes, tu vois, parfois, je sens le haut des culs, je me dis, ah, il y a une odeur que je connais pas, tu vois. Ça va me stresser tellement que... Pour ça, j'ai
je suis assez cartésien dans le fait de faire des vins, mais en même temps j'ai envie de délivrer de prêcher la bonne parole sur ça, c'est des vins consommables qu'il faut consommer. Que des trucs que tu as aujourd'hui, tu te dis bon bah c'est pas pour cracher sur les uns ou sur les autres, hein. Mais oui, il y a des sujets. Il y a des sujets. Ouais. Il y a des sujets. Ouais. Moi, il y a des grands vignerons nature qui Ouais. n'ont jamais écrit une seule fois nature sur leur bouteille. Ouais. Et pourtant, c'est la manière qu'ils ont de travailler. Bien sûr. Il va y avoir quand même beaucoup moins de coopérateurs, donc de vignerons qui font que de la vigne et puis qui donnent à la cave coopérative. Là, toutes ces personnes-là, elles arrêtent parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de volumes qui sont distribués. Il reste que, entre guillemets, les vignerons artisans comme mon père et moi. Tu vois. Et Bordeaux va se diviser à un moment donné par 2, quoi. Donc tu n'auras que, entre guillemets, l'excellence à des prix cohérents. Ouais. Là, c'est intéressant. Mais ça se trouve, on ne va plus en avoir assez pour distribuer la France et le monde. Ouais. Mais compliqué pour l'avenir, tu vois. Là, pour le coup, on est sur un terroir où le réchauffement climatique, un jour, causera des problèmes. Il cause déjà des problèmes. Et je pense que d'ici quelques années, l'arrosage il va être autorisé. Tu vois. Bah, d'où la sortie de certains Exactement. de l'appellation. C'est ça. C'est-à-dire pour faire réagir les autres en disant. C'est plus possible aujourd'hui. Ouais. C'est plus possible. Et je vois pas pourquoi ici ça se ferait pas alors qu'on le fait partout dans le sud, quoi. Ouais. Mais bon, on a quand même moins besoin. On en a moins besoin si tu regardes ces dernières années. C'est une année sur 5, 6 que tous les ans, quoi. Les années en 5, c'est les plus grands millésimes, mais c'est aussi. Année 5 et 10, c'est normalement. Ouais. Enfin, 0, c'est incroyable, quoi. Ouais. On verra. Pour l'instant, c'est très très beau, quoi. Ouais, ce que t'as rentré là. Ouais. C'est magnifique. Et c'est incroyable la couleur, les aromatiques, l'équilibre général des vins. On fera pas des rendements beaucoup de bouteilles cette année parce qu'on a été quand même impacté par une certaine sécheresse. Mais c'est joli, très très beau. Et pour moi, en plus, c'est une grande année parce que c'est la première année où je rentre. J'ai réussi à acquérir en fermage une parcelle en Saint-Émilion Grand Cru. Cette parcelle, elle fait trésor, elle est sur le plus beau plateau calcaire de Saint-Émilion, à côté des plus grands, Trollon-Mondo, enfin très proche de Pavie-Maquin, tout ça, c'est incroyable. J'ai vraiment le mouton noir au milieu de ces très, très grands domaines. Et ouais, c'est cool de rentrer un jour, c'était un rêve, quoi. Ok. Ouais. Franchement, on a une chance incroyable d'être ici. Enfin, moi, j'estime qu'avoir ce patrimoine, c'est fabuleux. Tous les matins, quand le soleil se lève sur la Grenière, ça remplit mon cœur. J'arrive vraiment émerveillé ici, vraiment. Je pouvais pas rêver de mieux. Voilà. Merci pour ce moment, comme disait l'ex-femme d'un président. Avec grand plaisir, mon cher. Voilà, petit berceau d'effet de chez Tessa La Roche, dans l'idée de partager aussi un peu les vins des vignerons qu'on rencontre avec du vin dans la moustache. Et ça nous fait plaisir que tu puisses un peu goûter ce qui se fait dans le Nord. J'aime beaucoup, merci beaucoup. Et tiens, je te donne ça pour le prochain, la cuvée de la Chartreuse 2023, comme on a pu déguster tout à l'heure. Vu le plaisir qu'on a pris, je pense que ce sera pas déconnant. Tu vois. Je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, merci d'être venu. Merci de ton accueil, à bientôt. À bientôt. Salut.